Bienvenue dans ce deuxième live consacré au palmarès des 34e Grands Prix Comment. Vous le savez, depuis des années, les Grands Prix Comment révèlent les grandes inspirations de la communication. Cette année, en raison du contexte, les Grands Prix changent de formule et se déroulent en 100% digital lors de 6 événements, chacun dédié à une des inspirations 2020-2021. Cette formule 100% online s'est ouverte le 6 avril dernier, elle s'achèvera le 16 avril prochain et chaque événement sera bien sûr disponible en replay parce que l'inspiration, ça se consomme sans modération. Au cours de ce live, nous allons découvrir ensemble la deuxième inspiration détectée parmi les dossiers que vous avez déposés lors de ces Grands Prix, mais aussi les campagnes lauréates qui s'inscrivent dans cette tendance et le décryptage de notre experte du jour. Ensemble, c'est précisément le mot qui sied à l'inspiration qui nous réunit aujourd'hui. Le collectif d'abord, la marque ensuite. En parlant de collectif, un grand merci à nos partenaires qui ont permis la réalisation de ces grands prix. Audencia Sciencescom, iPressPack, Glory Paris qui a signé l'identité des grands prix, l'ISCOM, Kantar, les Écoles Le Parisien événements et notre partenaire média, Uzbek Erika. Merci également à nos deux animateurs et animatrices de choc, Ludovic Ebrard et Constance Viblé. Et enfin, merci à la fine équipe de Comment pour cette belle organisation. Juste avant de commencer, je vous invite bien sûr à utiliser le hashtag Comment pour suivre le palmarès sur Twitter et plus généralement à vous abonner à nos comptes LinkedIn et Instagram pour pouvoir suivre toute l'actualité de l'association. J'accueille maintenant Constance Viblé, directrice de la communication du groupe Wicaire et administratrice et membre du bureau engagé de Comment, à qui je laisse la main pour animer cette remise de prix. Bonjour à toutes et à tous et merci Séverine pour cette belle introduction. Qui dit communication, dit interaction, dit échange. Du monde conversationnel au monde collectif, il n'y a qu'un pas que la communication franchit avec le sentiment d'un aboutissement. Co-construction, approche collaborative, plateforme participative, autant de méthodes de travail et de dispositifs qui ont été largement déployés par la communication cette année. Avec toujours en fil rouge, la volonté évidente de valoriser l'intelligence collective. Intelligence collective comme moyen de faire émerger un consensus, de susciter l'adhésion de toutes et de tous, et d'aboutir à une identité commune dans laquelle chacun peut se reconnaître sans pour autant nier l'essence de l'individu. Peut-être aussi car cette période étrange nous invite, à défaut de se faire la bise, à se serrer les coudes et à miser sur la solidarité. Et aussi à davantage d'humanité et d'humilité. Alors, la marque et l'entreprise s'effacent pour mettre en lumière les agissants et les agissantes. Et c'est ce que nous allons voir avec notre experte, Florence Touzé, responsable du programme Expérience et engagement des publics, Expérience et engagement des publics, et titulaire de la chaire Impact positif à Audencia Sciencescom. Mais avant cela, je vous propose de regarder la vidéo de présentation de cette seconde inspiration. Tout ensemble, tous ensemble, semblent clamer les communicantes et communicants. L'heure est à jouer collectif. On co-crée avec les équipes, on co-construit avec les influenceurs, on convoque les méthodes participatives. Un mot-clé, implication. La marque et le discours corporate s'estompent au profit de la cause, de l'interne, des consommateurs. Aussi, on décloisonne en s'adressant de la même manière aux différentes parties prenantes. Collaborateurs et collaboratrices, clientèle, médias. La vocation de ces dispositifs résolument humains, en appeler au sens de la citoyenneté, de la solidarité, de la générosité, avec la volonté d'engager vraiment. Place à la communication. Merci beaucoup Florence de nous rejoindre. Allons-y dans le vif du sujet directement. Collectif, c'est une surprise cette inspiration ? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Ça fait un moment qu'on vit tous avec de la co-création, de la co-conception, de la conversation même. Donc pas vraiment nouveau, mais la très très bonne nouvelle, c'est qu'on va vivre ça maintenant dans son entièreté. Jusqu'à présent, les dispositifs de communication, c'est vrai, donner du collectif, soit vers les publics,
soit dans les modalités, mais on avait du mal à être complètement collectif. Donc la vraie nouveauté, elle est là. On le sait, on est tous citoyens, consommateurs, collaborateurs. On a toutes ces facettes dans nos existences. Et la communication, elle savait très bien parler à chacune de ces facettes. Et ce que l'on découvre aujourd'hui, et ce qui est valorisé par ces grands prix, c'est des approches enfin globales. C'est de pouvoir nous parler, de nous intégrer dans notre entièreté. Et évidemment, quand on parle à un consommateur, il va réagir avec une certaine énergie. Quand on parle à un citoyen, il va réagir avec une certaine énergie. Quand on intègre quelqu'un, une personne, ce sont des synergies qui se développent. Donc en fait, en intégrant, on implique, en impliquant, on engage, et ça démultiplie l'efficacité. Alors justement, l'efficacité, on va en parler dans la pratique des métiers de la communication. Penser, agir collectif, ça change quoi concrètement dans la pratique de nos métiers ? Ça complique. Ça complique à plusieurs niveaux. C'est une évolution qui est une petite révolution en fait. Ça va changer beaucoup de choses au niveau des modalités et puis changer beaucoup de choses au niveau de la posture ou de la culture. Du côté des modalités, il faut passer du vertical à l'horizontal, du linéaire à l'itératif, du simple au complexe. Donc tout ça va passer forcément par du développement de confiance entre ces publics. Et puis côté culture, c'est une discipline qui s'est construite sur le paradigme du contrôle, de la mesure, de la maîtrise. Et si on veut être dans le collectif et dans l'horizontal, faut un petit peu lâcher, quoi. Donc apprendre à lâcher prise, passer forcément par cette confiance, ça veut dire qu'on passe de grand organisateur, grand ordonnateur à médiateur, incitateur, implicateur. Donc on voit que tout ça, ça change beaucoup de choses dans la temporalité, dans les modalités et dans la culture. Très bien. Et alors, est-ce qu'on peut penser que cette tendance, c'est une tendance qui va s'inscrire est-ce qu'on peut espérer d'ailleurs qu'elle va s'inscrire dans la durée ? Je pense qu'il faut l'espérer et puis on peut y croire pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en tant que public, on a tous commencé à vivre cette prise en compte de notre intégrité totale et on se rend compte à quel point ça devient une aspiration forte, encore plus depuis 1 an. On a tous vécu des expériences personnelles ou professionnelles plus horizontales, plus ouvertes, plus responsabilisantes aussi, donc plus satisfaisantes. Et puis, les étudiants que je côtoie... Voilà, les communicants de demain, justement. Les futurs professionnels, eux, ils s'épanouissent dans ces logiques-là, ils apprennent leur métier de cette manière-là, et donc ils vont nous rejoindre avec ces compétences. Donc ils vont aussi nous enrichir avec cette façon de voir-là. Donc il y a vraiment des beaux enjeux, des beaux défis avec le collectif, à la fois comment proposer de l'ensemble auquel on aspire de plus en plus tous, comment recréer de la confiance qui a été mise à mal. La démarche collective, c'est probablement une des voies pour réussir à réconcilier ces deux grands défis. Merci pour ces jolis mots. Restez avec nous. On vous retrouve à la fin du live pour répondre aux questions des téléspectateurs. Avec plaisir. Alors du coup, d'ailleurs, à vous de poser les questions dans l'onglet questions. N'hésitez pas, pendant tout le live, vous posez vos questions et on retrouvera Florence Touzé, notre experte, à la fin du live. Merci Constance. Merci. Il est maintenant temps de vous présenter nos jurés de choc. Pendant que vous les découvrez sur cet écran, je vais vous donner quelques chiffres de cette 34e édition 100% online. Nous avons reçu 177 dossiers dans 27 catégories, attribués 24 catégories, attribués 24 comments d'or, 2 grands prix, 1 coup de cœur. Tout cela a été étudié par 34 jurés au cours de 19h, 27 minutes et 3 secondes de délibération en visio, on souffre pour eux, 2h30 de plénière et 74 dispositifs de communication gagnants. Le compte est bon, on y est. Un merci aussi tout particulier aux animateurs et aux animatrices de ces jurys,
Assaël Adari de chez Occurrence, Céline Boisson, Nude, Coralie Cornet, Argos, Marion Doucet, L'Oréal, Hervé Frances, Oco, Ludovic Ebrard avec un grand H, Agathe Lélu, DIRCOM, Anne-Cécile Thoman, TWA Corporate. Ils étaient drôles, ils étaient bienveillants, ils étaient inspirants, efficaces et heureusement pour nous, connectés. Merci à tous et place maintenant à la remise des prix. Découvrons maintenant ensemble le palmarès du prix de l'adaptabilité/réactivité. 3 comments ont été attribués. Un comment de bronze, qui est décerné à la SNSM, qu'on salue bien bas au passage, la Société nationale des sauveteurs en mer, pour la SNSM, l'occasion d'une vie, avec Glory Paris. Le comment d'argent est décerné au Futuroscope, pour le Futuroscope, on est tous une attraction, hashtag on est tous une attraction, avec Glory Paris. Et le comment d'or est décerné à J'aime mon bistrot, pour J'aime mon bistrot, avec l'agence BCW. On découvre cette campagne gagnante. 14 mars 2020. Face à une crise sanitaire sans précédent, les plus de 200 000 bars, hôtels et restaurants de France sont contraints de fermer leurs portes. C'est un pan emblématique du vivre ensemble qui est à l'arrêt. Un secteur entier se trouve fragilisé. Pour soutenir les établissements menacés, un collectif d'acteurs de la consommation hors domicile s'organise, donnant ainsi naissance à un grand projet de solidarité nationale. L'opération J'aime mon bistrot est lancée. En 15 jours seulement, une plateforme digitale solidaire voit le jour, permettant à la clientèle de soutenir son établissement préféré par le biais d'un système de précommande et aux professionnels du secteur d'accéder à des conseils. Dépassant les clivages et les rivalités, des marques concurrentes s'associent pour mettre à disposition expertise, réseau, moyens humains et financiers. Résultat, un engagement record à tout point de vue. En quelques semaines, 80 entreprises partenaires issues de secteurs variés unissent leurs forces et relayent la campagne auprès de leurs audiences. Dans les médias, les retombées pleuvent avec 40 interviews et près de 600 citations. In fine, la campagne aura permis de récolter 1,6 million d'euros, et ce, sans aucune contrepartie. Simplicité, solidarité, générosité. L'opération J'aime mon bistrot prouve, s'il fallait le prouver, que oui, l'union fait la force. Bravo à vous. Tout de suite, la parole au jury par la bouche de Lorraine Weber-Staricki, qui est directrice de la communication de Rosa Parks et qui va nous dire pourquoi elle aime son bistrot. L'unanimité, l'opération J'aime mon bistrot a été un véritable coup de cœur général du jury. Ce qui nous a marqué dans cette opération, c'est tout d'abord la réactivité de celle-ci, puisqu'elle est née début avril, soit à peine 15 jours après le début du premier confinement de mars 2020. Donc une preuve d'adaptabilité incroyable. Évidemment, l'idée nous a tout de suite séduite et au-delà même de l'idée, c'est la forme de celle-ci qui nous a plu, à savoir une opération 100% digitale et 100% earned media. Donc, c'était évidemment très intéressant. Les résultats aussi étaient évidemment bluffants puisque J'aime mon bistrot a permis de générer 1,6 million d'euros d'aide solidaire. Et au total, c'est plus de 600 retombées presse qui ont permis à cette opération de se faire connaître sur tout le territoire. Donc, pour toutes ces raisons évidentes, c'était un or évident dans la catégorie de l'adaptabilité-réactivité. Et j'avoue même qu'on a été presque un peu déçus dans notre jury de ne pas pouvoir pousser ce cas-là pour en faire un prix spécial du jury coup de cœur, puisqu'elle obtenait déjà l'or dans sa catégorie. Donc, encore un bravo à tous. Merci beaucoup Lorraine. On va écouter maintenant du côté de France Boisson Thibaut Boisdin. Thibaut est directeur général adjoint en charge du commerce pour France Boisson. Alors Thibaut, une question simple. Pourquoi est-ce que c'était finalement important que ce projet solidaire soit à la fois à la destination des marques et à la fois à la destination de la clientèle ? Pour répondre à cette question, j'aurais envie de dire que l'objectif premier, c'était de rassembler le plus de monde possible de la profession, le plus d'acteurs possible de la profession, pour venir en aide à nos clients, donc les cafés, hôtels, restaurants. Et on croyait vraiment à cette force du collectif, c'est-à-dire qu'on s'est dit que plus on était nombreux,
indépendamment, on va dire, de nos propres intérêts d'entreprise. Mais plus on était nombreux, plus on était collectif, plus on serait capable d'avoir des moyens pour aider cette profession qui était complètement à l'arrêt, les cafés, hôtels, restaurants. Et plus on aurait aussi les moyens certainement de toucher les Français. Donc l'objectif, c'était vraiment de nous assurer, d'une part, d'être vraiment un grand collectif au service des clients, donc au service des cafés, hôtels, restaurants, et en même temps avec la ferme volonté de connecter, de reconnecter les Français avec ces lieux de vie qui étaient tous fermés. Et donc, peut-être pour conclure, on a aussi profité du fait qu'il y avait un énorme élan de générosité des Français autour des personnels soignants, mais aussi l'envie de soutenir tous les secteurs d'activité qui étaient en difficulté. Donc on s'est dit que voilà, plus on était nombreux, plus on serait capable de répondre à cette envie des Français d'être solidaires et de mettre cette solidarité au service d'une profession, la consommation à domicile qui était complètement à l'arrêt. Voilà, c'est un peu ça la philosophie de J'aime mon bistrot. Merci Thibaut, on a toujours envie de les soutenir, on a toujours envie de vous soutenir dans les bistrots et de vite retrouver nos bistrots chéris. La parole maintenant côté agence, avec Alice Dallacosta qui représente donc l'agence BCW en tant que directrice tout simplement. Alice, quel est l'intérêt du earned media dans une campagne de générosité ? Il y a un an, presque jour pour jour, triste anniversaire, la France vivait son premier confinement et avait déjà assisté, depuis le 14 mars à minuit, à la fermeture des établissements CHR, café, hôtel, restaurant. Derrière ces fermetures, des tranches de vie, des moments de convivialité en suspens, et surtout des patrons d'établissements qui se réveillent tous les matins la boule au ventre et se demandant si un jour ils vont pouvoir réouvrir leur établissement, s'ils vont tenir le coup. Alors, le collectif J'aime mon bistrot se crée très vite. Il se crée de la volonté d'experts du secteur de se réunir et d'agir pour soutenir ces patrons qui sont alors complètement en détresse. Pourquoi le choix d'une campagne 100% earned media pour faire connaître l'opération de solidarité J'aime mon bistrot ? En fait, à ce moment-là, rappelez-vous, nous sommes complètement abreuvés d'informations qui nous viennent de toutes parts. Et on assiste finalement à un recentrage vers de l'information plutôt neutre et vérifiée. Et nous faisons le choix de nous concentrer que sur du earned media, parce qu'il s'agit d'une OP de solidarité et que nous avons besoin de l'adhésion, de la confiance des Français. Cette stratégie s'est révélée être porteuse et être finalement un très bon choix, puisque nous avons obtenu plus de 600 retombées dans les grands médias nationaux, mais également dans la presse régionale. Et les régies publicitaires se sont également emparées de cette opération de solidarité et ont complètement joué le jeu en diffusant plus de 80 spots radio. Et tout ça au service de la cause que nous défendions et que nous avons tous porté ensemble collectivement. J'aime mon bistrot pour aider le secteur des cafés, hôtels, restaurants. Merci beaucoup à tous les deux et grosse bise au bistrot et au resto. Et bravo pour ce Grand Prix. Découvrons maintenant ensemble le prix de la communication digitale interne. Pour ce prix, j'ai 3 comments à attribuer. Le comment de bronze d'abord, qui est décerné à Ariane Espace pour Launch XP, les lancements de fusées en e-live avec l'agence WinWin. J'ai le comment d'argent, qui est décerné à BNP Paribas Asset Management pour Datatis à la recherche de la cité de la data ultime avec Brainsonic. Et le comment d'or est attribué à la Caisse nationale d'assurance maladie pour Tu connais la nouvelle, avec 2 agences, Ipanema et Partie prenante. Et nous accueillons sans plus attendre Maxime Hurstel, qui est directeur associé d'Ipanema. Bonjour Maxime. Bonjour. On va regarder tout de suite la vidéo du comment d'or. Super. Vidéo. LIAM. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? LIAM, c'est un outil collaboratif développé par l'assurance maladie permettant aux 85 000 collaborateurs et collaboratrices de travailler ensemble, quel que soit leur niveau hiérarchique et leur situation géographique.
Déployée d'avril à octobre 2020, l'objectif de la campagne dédiée est de faire adhérer et comprendre les règles de fonctionnement du dispositif à l'ensemble des équipes. Un challenge, s'adresser à des publics répartis dans plus d'une centaine d'organismes à travers la France et pour chaque site, des moyens de communication et de fonctionnement différents. Pour ce faire, un dispositif complet est mis en œuvre autour de la plateforme collaborative avec pour pierre angulaire la création d'une mini-série « Tu connais la nouvelle ?» Elle est portée à 99,99% par des comédiennes et comédiens castés au sein même des équipes et orchestrés par un scénariste professionnel. Des teasers et bêtisiers complètent cette grande action de communication. Ainsi qu'une campagne de post, de push mails, une avant-première de la série retransmise en streaming live. Et visiblement, tout le monde connaît désormais la nouvelle et souhaite continuer à la connaître et à la suivre. 92% des collaborateurs et collaboratrices réclament une deuxième saison. Bravo, merci pour cette vidéo, merci pour ce beau projet. La parole au jury d'abord par le truchement d'Antoun Sfer qui est président d'IPRESPAC et qui nous livre le commentaire du jury. Nous sommes heureux de voir décerner le prix de la communication interne digitale à Tu connais la nouvelle, la campagne de lancement de la plateforme Liam de l'assurance maladie. 2020, 2021 encore, un enjeu je pense pour tout le monde, c'est faire adhérer les équipes, offrir de la cohésion, permettre l'échange avec la situation actuelle que l'on vit. Pour une grande maison comme l'assurance maladie avec 85 000 collaborateurs, des agences, des employés en première ligne et les enjeux qui vont avec, une solution a été trouvée, un projet qui a été lancé d'une Digital Workplace de façon à offrir des ponts de communication entre les personnes et les membres des équipes pour faire adhérer à cela ces collaborateurs, les amener à se lancer. Le choix a été fait de faire une mini-série autour d'une campagne pour promouvoir, faire parler les gens et puis lancer les premiers collaborateurs sur la plateforme. Une mini-série qui est touchante, très animée et qui a comme spécificité de ne faire parler que des membres des équipes d'Amélie. Un vrai succès et au rendez-vous, quelque chose de très distrayant à regarder. Merci Antoun. Alors la parole d'abord à la Caisse nationale d'assurance maladie. Stéphane Lefebvre, vous êtes responsable communication interne à la CNAM. Pourquoi avoir choisi d'impliquer les collaborateurs et collaboratrices dans la conception de cette campagne de communication ? Impliquer les collaboratrices et les collaborateurs dans cette campagne destinée à promouvoir notre plateforme collaborative Liam nous a permis de répondre à un double enjeu. D'abord, Liam est destinée à casser les silos entre les métiers et les organismes. Elle doit être appropriée par les collaborateurs eux-mêmes. Aussi, pour en bénéficier du meilleur effet miroir possible, nous avons décidé dès le début d'associer les collègues volontaires à l'écriture et au jeu d'acteurs de la série. Cela nous a permis de mener une première phase de communication autour d'un grand casting et d'embarquer un maximum de personnes issues de divers métiers et territoires dans le processus. Ensuite, le second enjeu pour nous en termes de communication interne était de créer un effet d'adhésion fort vers ce nouvel outil. Et quoi de mieux que d'avoir des utilisateurs impliqués dans la conception de la série pour qu'ils puissent parler avec leurs mots, transmettre leur vécu métier et ainsi fédérer leurs collègues. Mais aussi utiliser les fonctionnalités de l'outil pour travailler en mode projet, en bref, la preuve par l'action. La construction de la série incarne tout ce qu'apporte ce nouvel outil dans notre manière de travailler ensemble, qui représente un point de force dans la marque Assurance Maladie, comme l'exprime notre signature institutionnelle, Agir ensemble, protéger chacun. Merci Stéphane. Maxime Hurstel, vous êtes donc directeur associé d'Ipanema, qui est une des deux agences Exactement. Qui était dans ce projet-là. Vous me faites le plaisir d'être là aujourd'hui, merci. J'ai une question pour vous. Comment est-ce qu'on crée un vrai dispositif de communication digitale interne à partir d'une mini-série ? Alors la mini-série, ça embarque dans son ADN tous les ingrédients pour avoir un dispositif de communication interne digitale. D'abord, c'est dans l'ADN même de la mini-série d'être digitalisable. Les usages font que maintenant, il y a énormément de choses qui se développent autour de ça. Ce qui est important, c'est que si vous avez une mini-série qui est bien construite, qui est bien écrite, qui est bien réalisée, vous allez très vite embarquer tout le monde parce que les gens attendent la suite, évidemment, après épisode,
Et ça, c'est un point extrêmement important, justement, pour élargir le dispositif. Si elle est bien écrite, bien réalisée, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir effectivement créer une caisse de résonance qui est très forte, notamment, par exemple, si on prend l'exemple de personnages, les personnages vont progressivement rentrer dans la série, on va pouvoir créer des rebonds avec eux et créer une interaction, évidemment, avec notre audience. Ça, c'est un point qui est important. Et enfin, l'autre point important, c'est d'avoir un univers créatif qui soit fort, qui soit assumé, et aussi une écriture qui soit assumée. Parce que ça va nous permettre de déployer des messages sur l'ensemble des outils digitaux internes, que ce soit un intranet, que ce soit des push mails, des newsletters, etc. Et aussi de faire un certain nombre d'opérations comme un making-of, un best-of, ou même une avant-première en live qu'on va retransmettre sur les circuits digitaux de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment des points importants. C'est pour ça que ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est surtout ne pas penser la mini-série comme un simple objet audiovisuel, mais très vite de partir sur un concept qui soit large et qui puisse irriguer par capillarité l'ensemble de l'audience. Ce qui a été le cas visiblement. Et ce qui a été le cas auprès des 85 000 collaborateurs de l'assurance maladie. Voilà. Bravo, c'est très bien. Merci. Alors vous n'étiez pas seul, vous étiez avec une autre agence qui s'appelle Partie Prenante. Exactement. Donc on a Sophie Pau qui est avec nous, qui est directrice associée, à qui je vais poser une question aussi. Comment accompagne-t-on le déploiement d'un projet de communication participatif qui mobilise les parties prenantes internes et externes, Sophie? L'enjeu de ce dispositif, c'était de faire connaître l'IAM, donc ce réseau social d'entreprise, à l'ensemble des collaborateurs de l'assurance maladie, et avec des freins à l'usage qui étaient assez nombreux finalement. À quoi ça va me servir? Est-ce que c'est utile? Est-ce qu'on n'a pas déjà suffisamment d'outils comme ça? C'était vraiment les questions que se posaient les gens. Et donc, un des partis pris qu'on a adopté, c'était finalement, avec l'aide d'ailleurs de notre client qui a eu à cœur finalement de faire du média le médium, c'est-à-dire que c'est vraiment l'IAM, le réseau social d'entreprise, qui est devenu le creuset de la diffusion de la série. C'est sur une page dédiée, un espace dédié, presque une mini-chaîne dédiée, que celle-ci a pu être diffusée et avec un rythme régulier, un cadencement régulier qui a aussi fait que la série était attendue épisode après épisode. Donc c'est vrai qu'à travers ça, on a voulu, en mettant en œuvre ce dispositif exclusivement sur l'IAM, en tout cas le fait qu'on ne pouvait le voir que sur l'IAM, on a lutté aussi contre les travers de la communication interne, où finalement tous les messages passent dans tous les canaux et finalement personne ne voit le bon message au bon moment. Et c'est vrai que cette page dédiée nous a permis de surcroît de créer des systèmes d'attente avec un petit storytelling additionnel, avec des anecdotes autour du tournage, avec des anecdotes sur les héros, etc. Dernier point, le rythme et le cadencement de la diffusion de la série nous ont permis effectivement de faire en sorte que le dispositif soit perçu de manière très, très positive et efficace. Merci Stéphane, merci Maxime, merci Sophie. Bravo pour ce Grand Prix à partager bien entendu avec les équipes. Merci beaucoup. Merci. J'en profite pour vous rappeler, il y a un hashtag GPComment. Donc vous l'utilisez, vous encouragez, vous félicitez, c'est super sympa. La grande communauté des communicants fonctionne aussi comme ça. Donc on compte sur vous aussi pour interagir avec ce hashtag GPComment. Et vous félicitez, c'est super sympa. La grande communauté des communicants fonctionne aussi comme ça. Donc on compte sur vous aussi pour interagir avec ce hashtag GPComment. Découvrons maintenant ensemble le palmarès du prix du dispositif de communication interne. 2 comments remis dans cette catégorie. Le comment d'argent est décerné à Somfy pour Somfy, le sexisme, c'est d'une autre époque, c'est pas la nôtre, avec l'agence OCO. Et le comment d'or qui est décerné à l'Ordre des avocats de Paris pour Agora, avec l'agence STIG Pro. Et je vous propose de découvrir tout de suite cette campagne en vidéo. Début 2020, le bâtonnier de Paris, Olivier Cousy, se donne comme objectif d'impliquer davantage les membres du barreau de Paris dans la gouvernance de leur ordre. Cette volonté se concrétise par la tenue d'une assemblée générale, réunissant plus de 1000 avocates et avocats au sein du palais de justice de Paris.
Printemps 2020, la crise sanitaire met à mal le déploiement du projet, mais la volonté originelle reste intacte. Pour renouveler cet exercice démocratique, malgré les contraintes dues à la pandémie, une consultation digitale d'envergure s'organise. Son nom de code, Agora. Fin septembre 2020, une plateforme participative est créée. Sa vocation ? Fédérer un public d'indépendants par définition, souvent isolés, en quête d'un soutien à la fois opérationnel et humain. Plus de 32 000 avocates et avocats parisiens et élèves de l'école de formation du barreau sont invités à participer et à contribuer à cette grande initiative d'intelligence collective, et ainsi à exprimer leur soutien aux différentes propositions grâce à un système de vote. L'initiative s'inscrit au cœur d'une campagne évolutive, avec des contenus personnalisés en fonction des préférences des utilisateurs et utilisatrices. Le tout appuyé par la publication de vidéos et d'actualités sur l'intranet et les réseaux sociaux, ou encore d'articles dans le bimensuel digital de l'Ordre. L'initiative atteint ses objectifs. Après 6 semaines, près de 1000 propositions et plus de 113 000 votes sont recensés, donnant lieu à un rapport assorti de préconisations d'action utilisant ou non l'Agora. Bravo pour ce Grand Prix, bravo aux avocats et bravo à l'agence STIC-Pro. La parole au jury, représenté par Charlotte Letondo, qui est directrice communication interne-externe d'ING. Charlotte ? Alors, je suis très heureuse que l'Agora de l'Ordre des avocats ait eu ce prix. Ce qui nous a vraiment plu, c'est d'appliquer une logique de communication interne à un écosystème ouvert. L'Agora, c'est une grande consultation qui a été lancée auprès de 33 000 avocats et étudiants avocats pour définir les priorités pour la profession de demain. Et finalement, on s'est dit que par les missions de ce projet, qui sont d'engager le dialogue, de donner du sens, de fédérer autour d'un but commun, eh bien l'Agora répondait parfaitement aux enjeux de la communication interne d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup Charlotte. Maintenant, on va donner la parole aux heureux récipiendaires. Donc d'abord Adrien Croze, qui est DIRCOM de l'Ordre des avocats de Paris. Donc Adrien, comment est-ce qu'on s'adresse, comment est-ce qu'on fait de la communication interne quand on s'adresse à un public d'indépendants et d'étudiants ? Est-ce que c'est vraiment de la communication interne finalement ? On ne s'adresse pas de la même manière à un public d'indépendants et d'étudiants qu'à des salariés d'une entreprise. Dans une entreprise, on peut s'appuyer sur le management pour faire de la communication interne. C'est pas le cas quand on essaye d'engager les 32 000 avocats parisiens et les quelques 2000 élèves de l'école de formation du barreau. C'est la raison pour laquelle le choix de la thématique de la consultation est essentiel. Cette thématique se doit d'être suffisamment large pour toucher un public jeune d'avocats qui va rentrer dans la profession, mais également l'avocat qui a déjà 10, 15, 20 ans de métier. Large d'abord et concrète ensuite pour que le public visé puisse s'identifier à cette thématique et in fine s'engager. À titre d'exemple, la consultation qu'on a lancée en octobre dernier, qui s'appelait l'Agora, avait une thématique très large, l'avenir de la profession d'avocat. Et au sein de cette thématique, il y avait des sous-catégories beaucoup plus concrètes, comme la reprise d'activité en période de Covid, par exemple, la vie quotidienne de l'avocat, la vie ordinale avec toutes les questions de gouvernance, ou même l'entrepreneuriat. Ensuite, les outils de cette plateforme de consultation doivent être le plus simple d'accès. Simple d'accès, ergonomique bien sûr, et rapide, pour éviter de faire perdre du temps à notre communauté dans un contexte de crise économique. Enfin, et c'est dans un second temps, sortir de la communication au sens large pour mettre concrètement en place les différentes propositions qui émanent de la plateforme. En somme, passer de la consultation à l'action. Merci Adrien. Francis Adam, vous êtes CEO de STIC-Pro. Alors, dites-nous, comment crée-t-on une stratégie de communication interne autour d'une plateforme participative ? Consultation d'intelligence collective via une plateforme, c'est avant tout une expérience très humaine. Et notre stratégie de communication interne doit s'adapter en temps réel à la fois aux réactions et à la participation de la communauté. Déjà, chaque communauté a ses codes, et il est très logique de s'acculturer en amont pour savoir avec quelle tonalité composer et quel canal privilégier, même si par définition, pour activer l'accès à la plateforme, l'outil emailing reste la clé principale du succès. Ensuite, nous mettons en place une mécanique de message qui s'adapte à chaque type de comportement, parce que grâce à la puissance de l'outil, on peut dissocier des sous-populations et observer des comportements précis
Et donc, par exemple, ceux qui ne se sont jamais connectés ne recevront pas les mêmes messages que ceux qui se sont déjà connectés. Auprès des premiers, on va chercher à provoquer un déclic de connexion en insistant sur l'importance de prendre part à des réflexions qui auront nécessairement un impact très direct qui les concerne. Et auprès des seconds, on va plutôt parler de l'actualité de la consultation. Voilà, depuis votre dernière connexion, les tendances qui se dégagent, et est-ce que vous êtes d'accord? Donc une stratégie qui est forcément personnalisée et surtout qui s'adapte en temps réel à la vie de la consultation. Merci beaucoup Francis. Merci Adrien. Bravo à vous encore pour ce très beau prix. Découvrons maintenant ensemble le prix de la communication d'influence. 3 comments. Un comment de bronze qui est décerné à la Caisse d'épargne pour Générose. Un comment d'argent qui est décerné à Upia pour La Conserve c'est maintenant avec l'agence Brainsonic. Et un comment d'or qui est décerné à Label Emmaüs pour Label Action avec Brainsonic. Je vous propose qu'on regarde tout de suite la vidéo du comment d'or. Lancé en 2016, Label Emmaüs, la marketplace. La marketplace militante du mouvement Emmaüs a pour objectif de proposer une alternative au e-shop traditionnel en faisant la promesse d'un achat solidaire. En plus de lutter contre le gaspillage, elle entend former les compagnons, salariés en parcours d'insertion et les personnes accueillies au métier du numérique et de la logistique. En octobre 2019, la campagne Label Action est lancée pour sensibiliser le grand public à une consommation plus responsable. Son concept, un objet pour mettre en lumière tous les autres. Plus de 20 personnalités issues du monde de la culture, du spectacle et de la gastronomie sont ainsi mobilisées dans une sorte de grande chasse au trésor solidaire. Chacune d'elles fait don d'un objet personnel qui se trouve caché parmi les 600 000 objets en vente sur l'e-shop. Chaque célébrité invite sa communauté via ses réseaux sociaux à chercher la pépite. Avec près de 30 objets donnés par les 23 célébrités engagées dans l'opération Label Action, plus de 9 millions de personnes touchées et de multiples retombées dans les médias. La recette connaît un franc succès. Cerise sur le gâteau de cette belle action, ce sont 4 fois plus de compagnons au métier du e-commerce qui ont pu être formés et réinsérés. Une manière incarnée, humaine et ingénieuse de gagner en visibilité pour la bonne cause qui plus est. Bravo pour cette belle vidéo, bravo pour ce beau travail. La parole au jury. On reçoit donc là Julien Ferré qui est directeur de la communication de Voyage SNCF et puis qui va nous donner l'avis du jury sur la campagne de Label Emmaüs. J'ai trouvé particulièrement intéressant dans le cas de Label Action. Tout d'abord, c'est le petit budget, puisque en fait, il y a très peu d'investissement et la majorité du système repose sur la générosité des parrains connus qui ont prêté leur nom. Et puis, ce que je trouvais particulièrement malin, en fait, c'est d'avoir choisi de répliquer ce qui se passe dans la logique des applications marchandes, le système des séries limitées. C'est vrai que souvent, pour dynamiser une collection, que ce soit un H&M, que ce soit un Monoprix, va vouloir créer sa série limitée avec des objets spécifiques qui sont mis en place par un designer ou par une personnalité connue. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que chaque parrain, chaque marraine va mettre en vente des objets spécifiques et ce sera aux fans d'aller les retrouver parmi toute l'offre qui est présente. Et puis enfin, c'est peut-être un détail, mais en tout cas, c'est quand même pour une bonne cause. Ça tombait pile poil dans, entre guillemets, le monde d'après et dans ces réflexions qu'on a aujourd'hui sur la consommation plus responsable. Donc, c'était extrêmement intéressant par rapport au contexte. Merci beaucoup, Julien, pour ce commentaire. Je donne maintenant la parole à Anne-Sophie Tournadre, qui est donc chargée de communication et de merchandising chez Label Emmaüs et qui a été en charge de ce projet. Alors, Anne-Sophie, moi j'ai une question à vous poser. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer face aux sites de seconde main qui sont de plus en plus nombreux ? Il faut savoir que Emmaüs fait du réemploi depuis sa création il y a 70 ans. Et il y a 70 ans, quand il fait la rencontre de Georges, ancien bagnard qui sauvera du désespoir, l'abbé Pierre lui propose de gagner un peu d'argent pour aider les compagnons d'Emmaüs en reprenant son travail de chineur. 2
On peut dire que nous sommes des précurseurs dans le domaine du réemploi et de la seconde main. Emmaüs est d'ailleurs le second acteur sur le marché de l'occasion. Quant à nos actions à Label Emmaüs, elles se démarquent par leur dimension solidaire, par leur impact social et sociétal. Oui, en achetant sur Label, on fait une bonne affaire, comme sur d'autres sites de seconde main, mais on préserve aussi l'environnement, on favorise la création d'emplois, l'insertion professionnelle, et on lutte contre l'exclusion, en contribuant à la formation de publics parfois très précaires. Cela permet de sensibiliser de nombreuses personnes à un nouveau modèle de consommation qui soit plus humain et plus responsable. En cela, nous pouvons dire que nous nous démarquons. Au niveau de la communication, on innove aussi, car c'est essentiel de faire entendre notre message et de mettre en avant toutes les initiatives exceptionnelles de nos boutiques solidaires. En gros, on interpelle le public et on se positionne vraiment comme un contre-modèle. Merci Anne-Sophie. Alors, on a Alban, je crois qu'il est avec nous en duplex. Alban, est-ce que vous êtes là? De Brainsonic. Je suis là. Directeur de création chez Brainsonic. Donc, oui. Alban, quel est l'intérêt d'impliquer des influenceurs et des influenceuses dans la création d'une campagne de communication? C'est des super porte-parole. Tant qu'ils sont concernés par par ce qu'on doit dire par le message, c'est aujourd'hui des porte-paroles assez incroyables, parce que si vous avez des influenceurs qui sont alignés avec votre message, c'est la personne qui parle. Donc très efficace. Eh oui. Merci Alban, merci pour ces quelques mots. Bravo à vous, bravo pour votre travail et bravo pour votre belle coopération avec Label Emmaüs. Merci. Découvrons maintenant le palmarès du prix de la création de l'identité visuelle. 3 comments. Un comment de bronze d'abord, qui est décerné à la MMJ pour création identité visuelle MMJ avec l'agence OCO. Le comment d'argent qui est décerné au service d'information du gouvernement pour la marque de l'État avec les agences Madame Bovary et 4. Et enfin, le comment d'or qui est décerné à Cénéo pour Cénéo, une marque au design identitaire pour développer la reconnaissance avec l'agence Rouge Vif. Bravo à vous et on regarde votre travail. Comment se faire connaître et reconnaître quand on est le 2e producteur d'eau de France, mais qu'on demeure malgré tout méconnu de sa clientèle? C'est la problématique que rencontrait le SEPG, syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers, fondé en 1933. Un enjeu de taille pour cette organisation complexe, qui souhaitait faire adhérer autant les parties prenantes internes qu'externes. La réponse, la création d'un nom de marque, associé à un logo et un univers graphique inspirant et inspiré par son territoire. Une méthode, celle de la co-construction. Plusieurs brainstorming et 5 lettres plus tard, Cénéo émerge, en référence à la Seine, l'Oise et l'eau. Les formes, couleurs et consonances de ce nouveau nom sont traduites dans un logo bleu comme l'eau, vert comme le Mont Valérien, et aux typos rondes comme les boucles de l'Oise et de la Seine. Un univers également décliné à l'attention des plus jeunes par le biais d'illustrations originales. La nouvelle identité fait mouche. Lancée en janvier 2020, la marque s'est rapidement fait connaître auprès de ses différentes audiences et notamment en interne, où tous les employés sur le terrain ont fièrement revêtu leurs nouveaux uniformes. Une grande première. Bravo, très bien, très joli design identitaire. On va écouter maintenant Lorraine Weber-Staricki, qui est directrice de la communication de Rosa Parks et qui était surtout membre du jury et qui va commenter votre travail. Lorraine, c'est à toi. Donc, Cénéo, anciennement SEPG, avait un véritable enjeu de notoriété en externe et notamment auprès d'une cible jeune et également en interne avec un enjeu d'appropriation de ce nouveau nom. Donc, on peut dire que grâce à cette campagne, le pari a été relevé puisque la nouvelle identité graphique de Cénéo, de par son côté ludique et pédagogique, rend facilement reconnaissable et mémorisable cette nouvelle identité. Donc ça, on a vraiment beaucoup apprécié ça. Le côté aussi co-création de cette nouvelle identité avec les collaborateurs de Cénéo nous a aussi beaucoup plu. On a trouvé ça moderne et très impliquant pour l'interne. Et enfin, le petit budget dédié à cette campagne prouve qu'on peut être innovant et percutant, peu importe le budget dédié.
Donc, pour toutes ces raisons, nous avons décidé d'attribuer à Cénéo le prix de l'identité visuelle. Merci beaucoup. Je m'adresse maintenant à aux deux personnes qui ont reçu le prix. Nous avons Florent Casi, directeur général de Cénéo, avec Julien Marie, qui est directeur conseil chez Rouge Vif. À eux, à leur tour, de nous commenter le prix qu'ils ont reçu aujourd'hui. Florent, en quelques mots, pourquoi avoir choisi une démarche de co-construction itérative pour aboutir à votre identité visuelle ? Tout d'abord, il faut savoir que notre syndicat n'avait pas changé ni de nom, ni d'identité visuelle depuis sa création en 1933. Les élus de Cénéo, bien qu'attachés à notre ancien nom, ont souhaité moderniser notre image en faisant appel aux équipes de Rouge Vif. L'enjeu derrière ce changement de nom, de marque, d'identité, était à la fois méthodologique, avec l'envie d'amener tout le monde dans ce travail-là, mais aussi un enjeu stratégique pour qu'on ait un nom et une identité qui nous ressemblent. Grâce à l'approche contributive et itérative mise en place par les équipes de Rouge Vif, nous avons su accueillir toute la diversité des idées, tout en se donnant du temps pour avancer collectivement. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir ce prix qui récompense aussi cette belle histoire. Mais dites-moi, Julien, je pense que le jury aimerait savoir maintenant comment élabore-t-on une identité visuelle évocatrice pour des publics hétérogènes ? Alors, c'est un exercice qui est complexe. Pour cela, nous, on s'appuie sur une démarche d'échange et de test and learn. Donc, on va s'appuyer sur des éléments constitutifs de la marque et de Cénéo. Tout d'abord, son ADN. Quelles sont ses missions ? Quelles sont ses valeurs? Quelle est sa raison d'être? Ça, c'est le premier axe. Ensuite, il y a le deuxième axe, l'environnement dans lequel Cénéo gravite. Donc là, c'est en lien avec ses publics, ses audiences, qu'elles soient institutionnelles avec les élus et les administrations, qu'elles soient aussi tournées vers le grand public, les familles, les plus jeunes, les scolaires, ou encore l'univers des partenaires, principalement industriels. Le troisième axe, là, va s'appuyer davantage sur l'imaginaire collectif, là en lien avec l'univers de l'eau et aussi l'univers industriel, l'univers aussi géographique. Et on va recueillir tous ces éléments-là afin de faire naître des émotions, une émotion. Une fois ce travail sur les trois axes fait, on va identifier du plus grand au plus petit dénominateur commun, ce qui va nous permettre d'échanger, d'écouter, de partager, de fédérer, afin d'aboutir à une base de réflexion solide et partagée qui nous permettra ensuite de faire ce travail de création, qu'il soit sur le nom ou sur l'identité graphique. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette remise de prix sous le signe du collectif. Nous retrouvons tout de suite Florence Touzé, notre experte, pour revenir sur l'ensemble de vos questions. Merci à tous. Bonjour Florence. Bonjour Constance. Bonjour à tous. Alors, merci de nous retrouver. Donc, on n'est pas dans la même configuration. On est chacun chez soi parce qu'entre-temps, il y a eu un confinement. Entre-temps, on a été obligé de privilégier le télétravail. Alors, on a quand même quelques questions qui sont en ligne. J'ai une première question. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai une première question qui prend un peu le contre-pied de la tendance du collectif. C'est la question de Ludovic. Qui demande en fait, qui se demande si finalement la crise, elle montre pas au contraire le renforcement de l'individualisme et le désintérêt pour le bien commun plutôt que le collectif. Florence, tu m'entends ? Tu m'entends ? Ah oui, sacrée question. Florence, on n'entend plus, ça coupe.
Je sais pas si... Rafraîchissez votre page pour nous retrouver. Donc on a perdu. Alors Audrey, est-ce que tu veux répondre à la question de Ludovic? Je vais laisser Florence répondre à cette question très intéressante. Voilà, donc là on dit quoi? On dit les joies du direct? Exactement, il faut bien avoir des petits moments un peu sympas comme ça. Voilà, donc Florence va se reconnecter, nous rejoindre et répondre à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas. En attendant, n'hésitez pas à en reposer si vous avez d'autres questions. Il y en a une de Ludovic, une de Géraldine. Moi, j'en ai une ou deux en tête aussi sur lesquelles j'aimerais bien qu'elle nous éclaire. Merci Amandine. Gérard, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Cécile également, Stéphanie, Sandrine. Florence est avec nous aujourd'hui pour nous accompagner et répondre à l'ensemble de vos problématiques ou questions sur le collectif. Alors, est-ce que tu la vois revenir, Audrey? Oui. Est-ce que vous voulez que je vous chante une chanson en attendant? Voilà. Nous avons Laurence et non pas Florence. Bonjour Laurence. C'était pour meubler, vous chantez une petite chanson ce matin de bonne et de belle humeur. Alors, as-tu envie de répondre à la question de Ludovic, Laurence? Pas du tout. Ce n'est pas moi l'experte et je ne peux absolument pas pallier au talent de Florence. Mais bon, on peut quand même en profiter pour féliciter encore une fois tous ceux qui ont reçu des prix. Alors évidemment les Comènes d'or, mais aussi les bronzes et les argents qui ont été... Ah tiens, on peut quand même féliciter les gagnants. On peut quand même féliciter les gagnants. Bravo à tous, c'était vraiment une très très belle production. J'ai beaucoup aimé découvrir tout ça lors de la présentation. Donc, Florence, est-ce que tu nous entends parfaitement bien? Moi, je vous entends très très bien, mais ça a en effet complètement bugué. Ok. Laissons la place à Florence. Je précise que ça marchait très bien à la répétition, donc oui. Quelle chance. Bien sûr. Alors merci Audrey, merci Laurence. Florence, on y va, on reprend. Donc Ludovic a décidé de poser cette première question un petit peu poil à gratter. Et Ludovic il dit que justement, pour lui, la crise, c'est justement l'individualisme et le désintérêt pour le bien commun. Qu'est-ce que tu peux comment est-ce que tu veux réagir à cette question? Mais je trouve que sa question est tout à fait intéressante parce que on est là tous en disant super, on va tous y aller tous ensemble. Ça devient politiquement incorrect de dire autre chose. Donc sa question est tout à fait sensée et on voit bien à quel point les mois qui viennent de passer aussi nous ont tous bousculés dans nos convictions, dans nos façons d'être. Donc en effet le collectif, enfin tel qu'on l'a vu en tout cas ce matin dans les prix qui ont été récompensés, il n'est pas uniquement vers le bien commun, il est aussi dans les moyens. Et en fait, dans le collectif, il y a aussi la façon d'intégrer une somme d'individus pour qu'ils en sortent gagnants à la fois collectivement et individuellement. Je pense que si on n'est que dans la recherche de bien commun, c'est évidemment une très bonne chose et on y arrive de temps en temps et c'est merveilleux. Mais ça ne peut pas être que ça, évidemment, nos dispositifs, parce qu'on voit bien à quel point on est tous bousculés dans notre façon d'être. La question du télétravail en est une. Donc, motiver, fédérer des collaborateurs quand ils sont seuls et éloignés, c'est difficile. Mais dans le collectif, pour moi, il n'y a pas que la recherche du bien commun, il y a aussi la recherche d'un mieux pour une somme d'individus. Et on voit bien aussi pourquoi c'est compliqué. Hein. On le sait, hein, quand on est une association, à quel point c'est compliqué de mobiliser des adhérents pour venir à une AG. On sait que tout ça, c'est difficile. Et pour autant, si finalement, en amont, on intègre mieux et donc on s'intéresse mieux à l'individu et à la somme d'individus, on peut espérer avoir au global un résultat plus efficace et collectivement et individuellement. Je pense on n'est pas forcément dans cette opposition du collectif et de l'individuel. Alors c'est un peu ce que résume Gérard quand il dit qu'il y a en fait deux tendances parallèles, individualisme versus esprit de solidarité. Alors lui, il les oppose, toi tu les opposes pas, toi tu les mets ensemble. Je dirais qu'il y a une finalité et un moyen. Donc c'est deux façons d'analyser les phénomènes différents. Alors il y a une question de Géraldine. Elle aimerait que tu nous éclaires sur cette demande de participativité. Je ne savais pas si c'était dans le dictionnaire, mais j'en ai eu la confirmation en demandant tout à l'heure.
Donc en fait, oui, où est-ce que ça vient de la part des audiences en fait? Est-ce que les réseaux sociaux ont joué un rôle dans cette demande? Oh, bah, très probablement, parce qu'on est tous maintenant habitués à donner notre avis tout le temps, même quand on ne nous le demande pas. Donc, en effet, il y a une. Si c'est pas une demande, c'est presque une attente naturelle. Donc, cette attente naturelle, c'est intéressant aussi d'aller, j'allais dire l'exploiter. Le terme n'est pas très joli, mais en tout cas d'aller s'en nourrir. Pour voir ce qu'on peut faire avec. L'idée, c'est vraiment de faire avec. Au final, peut-être que l'individu qui collabore va d'abord avoir en tête son intérêt personnel en finalité, pourquoi pas. Mais on est bien en effet dans cette habitude, on a ancré dans nos façons d'être, dans nos modes de vie, le fait de s'exprimer, de donner son avis, avec toutes les limites évidemment que ça peut comporter quand on n'est pas compétent sur un sujet. On l'a vu aussi pas mal ces derniers mois, notamment dans les médias. Mais c'est vrai que ça même un mot, je crois. Je ne vais pas m'y risquer. Que Étienne Klein a... C'est ça, voilà. Tout à fait. Alors, j'ai une autre question. C'est ça, pas plus haut que la chaussure, cordonnier. Quel serait l'intérêt de construire un dispositif de com qui s'appuie sur l'intelligence collective? L'intérêt, il est d'intégrer le plus tôt possible les publics. Il y a eu un témoignage très intéressant sur, je reprends ce que j'ai entendu aussi ce matin, là, sur associer les collaborateurs à l'écriture. C'est évident que dès qu'on va intégrer les publics, dès qu'on va considérer et s'intéresser au public, en amont, on commence déjà à les toucher. Donc, évidemment, on commence déjà à avoir une relation, à créer la relation avec eux. Donc, notamment pour des publics qui peuvent être un peu en distance, un peu rétifs, qui ne voient pas vraiment l'intérêt de la chose. Le fait de les impliquer, on est vraiment dans la question de l'implication. Alors, toi, tu enseignes à Audencia Sciences Com. Les écoles, on sait que pour les étudiants et puis même pour avoir bien un esprit d'école, jouer collectif, c'est évident. Hein. Tous ceux qui étions à l'école à l'époque, on se souvient des longues charrettes, des moments, des travails en groupe, de toutes ces choses-là qui créent aussi toute la chimie d'une école, qui sont à mon avis, extrêmement importants. Donc, comment, l'année dernière et cette année, comment est-ce que à Sciences Com, on continue à jouer collectif? On continue à jouer collectif à distance. C'est vrai que c'est dans la culture et les gènes de l'école. Et on a eu la chance d'avoir des dispositifs supports qui nous ont permis de rester en contact vraiment tout de suite, et donc de pouvoir adapter nos enseignements. Alors, ça demande de l'adaptation, bien sûr, mais en face, on a des étudiants qui sont extrêmement demandeurs, qui ont envie de se retrouver même à distance, qui ont envie de poursuivre la conversation avec nous. Donc finalement, on peut tout à fait continuer nos expériences, nos travaux de groupe, nos fameuses micro-agences, ça fonctionne. Alors évidemment, il y a des bugs, il y a des petits soucis, bien sûr, on est aussi soumis à tout ça, mais globalement, ça se passe. Je crois qu'on a encore perdu Florence. On verra dans quelques années si on a les générations de communicants qui sont un petit peu différents des générations précédentes. On va conclure maintenant. Moi, j'entends plus Florence, je sais pas vous, mais c'est pas grave. On va conclure. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine tendance. Donc, la tendance suivante, ça sera Système D. Et l'experte sera Émilie Thierry, qui est directrice de The Good. Donc, rendez-vous demain à 9h pour la suite du palmarès.